Bertan, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez Livre Noir. On ne vous présente plus ici, c'est la 4e fois que vous venez et vous êtes très apprécié de notre communauté. Vous êtes ancien journaliste, auteur notamment de La France orange mécanique et de la trilogie Guérilla. Vous venez ici ce soir pour nous parler de votre dernier ouvrage, raisonnablement sexiste, Remettre les hommes et les femmes à leur place. Alors c'est un ouvrage dans lequel on vous retrouve, c'est très documenté, il y a des conseils aux lecteurs pour être plus libres, malgré les déterminismes qui nous gouvernent. Et il y a toujours une pointe d'ironie qui ponctue vos écrits. Et pour rendre hommage ce soir à ce style, j'ai choisi une citation pour vous. C'est une citation de Sandrine Rousseau. « Il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. » Qu'est-ce que cette citation vous évoque ? Elle m'évoque les efforts de Sandrine Rousseau pour exister politiquement. C'est pas facile, elle a de la concurrence. Donc elle fait ce qu'elle peut pour se démarquer. Et c'est un sujet qui est automatiquement porteur, puisque certains jugeront cette sortie ridicule, d'autres la trouveront parfaitement en phase avec les préoccupations éco-anxieuses du moment. Donc en tout cas, ça atteint son objectif, faire parler. Et c'est le but d'un personnage politique de nos jours, c'est avant tout d'exister. Donc c'est tout ce que ça m'évoque. Moi, je vais pas dire qu'il faut absolument manger 10 steaks par jour. Je vais pas dire qu'il faut interdire les gens d'en manger. Chacun fait ce qu'il veut. Et je suis pas de ceux qui envoient des photos de mon barbecue à Sandrine Rousseau, mais j'apprécie pour autant de le faire dans mon coin. Alors au début de votre livre, vous expliquez que c'est un livre qui a été écrit d'après votre point de vue, celui d'un homme marié, père. Est-ce que vous, à votre échelle, vous avez vu les rapports entre les hommes et les femmes changer hors de la sphère médiatique qui est quand même inondée par le féminisme ? Oui, j'ai vu les hommes et les femmes ne pas se comprendre, ne pas se trouver, avoir déjà eux-mêmes, de manquer beaucoup de recul sur eux-mêmes. C'est sûrement pour ça qu'ils ne se comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas l'autre et en font porter la responsabilité à l'autre. Mais ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Ils ne comprennent pas que peut-être eux-mêmes ont aussi des efforts à fournir pour aller vers le mieux. Et c'est quelque chose de frappant parce que c'est quand même l'aspect le plus important de la vie. On peut réussir une belle carrière, avoir un divertissement intéressant, enfin faire tout un tas de choses passionnantes, mais quand même trouver quelqu'un pour partager sa vie, se reproduire avec lui, c'est pas un paramètre négligeable à mon avis. Donc ça vaut le coup peut-être de se pencher sur la question et d'étudier pourquoi on va choisir telle ou telle personne, pourquoi avec telle autre ça va mal se passer, pourquoi les couples qu'on voit autour de nous, certains courent à un désastre complet, pourquoi certains se reproduisent n'importe comment, pourquoi certains se reproduisent pas du tout. Il y a beaucoup de choses à dire sur les hommes et les femmes. Et si on y ajoute, comme je l'ai fait, les questions du féminisme, du genre, du transactivisme, alors là, ça devient assez fabuleux. Et ça méritait amplement un livre sur la question. Il en faudrait peut-être plus d'un, mais en tout cas, celui-là, déjà, défriche considérablement le travail. Alors justement, dans ce livre, vous êtes penché sur cette question, et d'abord sur cette question des différences entre les hommes et entre les femmes. Donc il y a les différences physiques dont on parle quand même... dont on arrive à parler, mais les différences cérébrales, elles, sont beaucoup moins évoquées d'une manière générale. Quelles sont-elles, ces différences entre les hommes et les femmes au niveau cérébral ? La différence physique, c'est la partie facile, parce que y a du sport, on peut regarder à la télé, on peut voir que quand il faut porter quelque chose de lourd, comme dirait Jean Dujardin, statistiquement, c'est vrai, les hommes ont une masse musculaire bien plus importante, une ossature plus lourde, ils ont des capacités aussi pulmonaires, respiratoires, l'hémoglobine, bref, ils ont des capacités physiques en moyenne qui sont supérieures à celles des femmes. Et on constate des différences hormonales, des différences physiques, physiologiques, à peu près tous les niveaux, entre les hommes et les femmes. Et la thèse égalitaire, qui ne veut pas trop se ridiculiser, admet que oui, d'accord, oui, il y a des différences, il y a quelques différences comme ça entre les hommes et les femmes, notamment physiques. Mais dès lors qu'il s'agit du cerveau, alors là, c'est levé de bouclier. Non, les cerveaux sont plastiques, les hommes, les femmes ont rigoureusement le même, il n'y a aucune différence, quelle qu'elle soit. Sauf que le cerveau est notre organe le plus important, le plus compliqué, le plus sensible aux mutations. C'est aussi le plus coûteux énergétiquement. C'est 20% du glucose consommé, 20% de l'oxygène. Enfin, c'est énorme. Et à partir de là, cet organe n'a pas de raison d'échapper
à la distribution statistique humaine, c'est-à-dire chaque individu est absolument unique. Certains sont très proches, mais d'autres sont très éloignés. Il y a des gens qui ont un cerveau qui fonctionne et il y en a d'autres qui n'ont pas tout bien branché. Il y a les fils qui pendent, comme disait l'autre. Et ça, n'importe qui peut le constater. Des gens sont lents, des gens sont rapides, traitent l'information rapidement. Voilà, c'est comme ça. Et les hommes et les femmes ont eux aussi des différences statistiques au niveau intellectuel, cognitif. Les hommes ont une intelligence spatiale en général qui est un peu plus développée, les femmes ont une intelligence verbale qui est en général un peu plus développée. Il y a des tas de différences comme ça. Et celles qui nous intéressent le plus, en général, ce sont l'intelligence qui concerne les individus extrêmes. On va parler de l'histoire de France, de l'histoire des prix Nobel ou des personnalités très marquantes qui, par leur particularité intellectuelle, ont été au-dessus du lot, ont été reconnues, admirées par leurs contemporains parce qu'elles ont fait des choses que personne n'a su faire. Et dans ces extrêmes, on va vous dire, la théorie féministe va vous dire, il y a trop d'hommes parce que les femmes ont été empêchées. Et comme il n'y a que des hommes, les jeunes filles n'ont pas de modèle, donc elles jouent à la marelle, elles aiment le rose, elles jouent au Barbie, et elles n'essaient pas de faire de grandes choses. Mais déjà, on se base sur des critères très masculins du pouvoir, parce que les hommes sont des compétiteurs, et ils sont prêts à des sacrifices invraisemblables pour se faire remarquer. Un chimpanzé fait rouler un bidon d'essence, fait du bruit pour essayer d'attirer l'attention des femelles déjà. Et l'être humain, c'est à peu près la même chose quand on fait du tuning avec une 206. On essaie aussi, un peu désespérément, mais d'attirer l'attention. Et les hommes font ça, c'est comme ça. Et ils ont la particularité d'être plus extrêmes. C'est-à-dire que, en moyenne, les hommes et les femmes ont une intelligence comparable. Et aux extrêmes, les plus doués et les moins doués sont le plus souvent des hommes. Il y a une distribution qui est comme ça. Je ne sais pas, vous prenez les marginaux, vous prenez ceux qui sont en échec scolaire, ceux qui sont en prison, sont très majoritairement des hommes. Et de l'autre côté, ceux qui réussissent brillamment au point qu'on en entende parler, quelle que soit la discipline intellectuelle, par exemple le jeu d'échecs, le jeu de Go, les jeux vidéo, la production culturelle, scientifique, les Nobel de sciences, ce sont très majoritairement des hommes, parce que il y a cette différence aux extrêmes de la distribution intellectuelle, c'est comme ça. Et il y a chez l'homme aussi un caractère systémique, obsessionnel, qui est bien plus marqué. C'est encore une tendance statistique, ça veut pas dire qu'aucune femme ne peut être très intelligente, très persévérante et très volontaire, et avoir un esprit de système. Par exemple, Marie Curie a surpassé toutes les femmes dans son domaine et quasiment tous les hommes. Mais on parle vraiment d'anomalies statistiques. Et ces anomalies sont le plus souvent masculines. Les gens qui sont passionnés par le codage informatique, qui sont prêts à sacrifier l'intégralité de leur existence sociale à des tableurs Excel, la plupart du temps, ce sont des hommes. Même chose pour le jeu d'échecs. Les hommes ont un esprit obsessionnel, faire de système. L'autisme est quelque chose qui est en général très masculin. Je crois qu'on a 8 autistes hommes pour une autiste fille. Et donc ça explique des différences aux extrêmes qui se traduisent évidemment par des différences statistiques. Quand on parle de revenus, oui, les hommes qui gagnent le plus d'argent, enfin les personnes qui gagnent le plus d'argent sont le plus souvent des hommes. Qui ont impliqué des sacrifices extrêmes, etc. Et comme ils en gagnent beaucoup plus, évidemment, ça crée un déséquilibre statistique moyen. Mais quand on dit les hommes gagnent plus que les femmes, on oublie que les éboueurs, les ouvriers, les métiers pénibles, la plupart du temps, ce sont les hommes. Les chômeurs aussi, les morts sur la route, enfin tout un tas de... Voilà, on tord une analyse qui est assez malhonnête, en fait, pour en arriver à ces conclusions et pour dire que les femmes sont victimes du patriarcat ou des hommes ou qu'elles sont empêchées. Tout ça est faux. Il faut tenir compte des aspirations, des particularités des individus. Encore une fois, les femmes, quand elles ne sont pas dans tel domaine, c'est pas parce qu'on les empêche d'y aller, c'est parce que ça les intéresse moins, la plupart du temps. Et cette simple remarque de bon sens, malheureusement, échappe à la tyrannie égalitaire qui veut que 1 égale 1, quel qu'il soit, et que si on n'a pas ça, c'est qu'il y a des forces réactionnaires
qui maintiennent une hiérarchie arbitraire. Donc en général, les hommes blancs hétérosexuels au-dessus et puis tous les autres en dessous. Et donc il faut corriger cette injustice par la force de l'État. Et les féministes se proposent sont volontaires pour ça. Donc de prendre une grosse partie de l'argent, de la richesse produite pour la répartir, sans oublier de se servir au passage. C'est la logique du socialisme, et c'est un système politique parasitaire qui divise la société pour son profit exclusif. Peut-être certains socialistes sont persuadés qu'ils vont réellement améliorer le sort de l'humanité et des minorités opprimées qu'ils défendent. En réalité, ils le font pour eux, parce que ça leur procure une supériorité morale certaine. Justement, vous dites que ce féminisme-là, c'est une espèce de culte du monde masculin. Et en fait, les femmes, elles veulent devenir des hommes. Comment ça se traduit, ça, justement ? Ben oui, si quelqu'un qui étudie ces petites statistiques, là, un féministe, il va regarder le tableau des pilotes de ligne, par exemple, il va dire, vous avez vu, il y a beaucoup trop d'hommes, beaucoup plus d'hommes que de femmes, c'est un scandale. Il ne va pas se dire, peut-être que les femmes, les pilotes de ligne, ça les intéresse moins. Peut-être que les sélections répondent à des critères qui favorisent les hommes les plus brillants. Il ne va pas se dire ça du tout. Il va se dire, il y a un problème, c'est un scandale. Et donc, il faut absolument changer ça. Et donc, tout va être mis en œuvre. Et le discours médiatique dominant, c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'il va complètement reprendre ce postulat qui est délirant, avec le poids des experts en sciences sociales, avec le poids des médias, de la production culturelle, des autorités artistiques et morales qui se succèdent dans nos écrans, qui vont toujours répéter ce même discours délirant. Si les femmes ne sont pas pilotes de ligne, c'est parce qu'on les a forcées à jouer à la marelle dans les cours de récréation. Il y a une langue qui est sexiste, il y a je sais pas quoi, il y a pas assez d'exemples. Et donc, on ramène les femmes à se rang de petites choses très fragiles et très influençables, à qui on a dit simplement ta place n'est pas là et je vais même pas essayer. Et voilà, malheureusement, on a beaucoup de mal à sortir de ce schéma totalement biaisé et victimaire, parce qu'il est très lucratif pour les personnes qui le défendent, qui prétendent qu'il faut absolument un État fort, beaucoup d'interventions, beaucoup de moyens, beaucoup d'associations. C'est très lucratif d'être dans ces structures féministes, d'autant que c'est un combat qui n'a aucune chance d'aboutir, puisqu'on n'arrivera jamais à éraser nos différences et nos spécificités, c'est tant mieux comme ça. Mais malheureusement, pour tenter de le faire, on est prêt à décapiter le mérite, à dire que si on veut l'égalité, il faut 50% de femmes pilotes de ligne. Donc, on prend tous les hommes qui étaient au-dessus et on les met en dessous, et on prend toutes les femmes qui étaient un peu en dessous et on les met dessus. Donc, toutes les femmes deviennent suspectes parce qu'on se dit, si elles sont là, c'est le quota, peut-être. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de mérite. Et malheureusement, quand il y a une Marie Curie, on dira, on ne sait pas, peut-être qu'elle n'était pas si brillante que ça. Il n'y avait pas de ministère du droit des femmes à son époque, pourtant. Et c'est la même chose dans tout. Et les hommes, eux, vont en payer le prix, puisqu'ils étaient méritants, ils avaient travaillé. Et quand on est homme, si on veut devenir quelqu'un, on va avoir des épreuves. On va être confronté à la jalousie, la haine, la compétition de nos semblables, etc. Et les hommes, eux, ont ce pouvoir extrêmement compétiteur, c'est-à-dire que c'est les femmes qui vont les choisir, qui vont définir leurs valeurs, leur rang. Donc, pour exister à leurs yeux, ils vont se sacrifier, ils vont essayer d'atteindre un statut, des ressources plus importantes que leurs congénères pour montrer leurs aptitudes, leurs capacités. Ils vont essayer c'est vraiment une compétition entre eux. Et le pouvoir féminin est très différent de celui-là, la plupart du temps. C'est un pouvoir psychologique, un pouvoir clanique, un pouvoir très temporel sur le clan, sur la filiation, sur la cellule familiale, qui est extrêmement important, qui est vital à nos sociétés, à l'équilibre d'un foyer. Et ce pouvoir, malheureusement, au nom du féminisme, il est complètement dénié. Il est même rabaissé. On va dire, c'est le rôle de... La mère est très mal vue par le féminisme aujourd'hui, puisque elle se rue dans le cliché, dans la normalité ancestrale, et c'est pas bon du tout. Il faut qu'elle rompe absolument avec tout ça, qu'elle cesse d'être mère, qu'elle cesse d'être maternante, qu'elle se libère de toutes ces charges, et pour se consacrer à la compétition masculine.
à une quête de pouvoir masculine, donc c'est-à-dire une compétition, une carrière, etc., qui ne lui apportera pas du tout les mêmes satisfactions et accomplissements la plupart du temps quand elle n'a pas envie de le faire. Si elle a envie de le faire, c'est très différent. Il y a aussi des hommes qui n'ont pas du tout envie de se livrer à une compétition sociale, qui n'ont pas envie d'avoir un statut élevé, etc. Grand bien leur face, ils font ce qu'ils veulent. Et malheureusement, le féminisme, c'est pas ça. Le féminisme, c'est faites ça et faites ça. Sinon, vous êtes réactionnaire, vous êtes méprisable, vous êtes socialement une personne de peu de valeur. Ouais, c'est ça qui est assez paradoxal avec le féminisme, justement, vous le rappelez, c'est que souvent les femmes qui ne se considèrent pas comme féministes et qui le disent vont être un peu dénigrées, ou celles qui choisissent une voie un peu plus traditionnelle. Et pour autant, les féministes, elles invoquent souvent cette notion de sororité. Est-ce que vous pensez que c'est du vent, cette notion? Est-ce que vous pensez que c'est naturel, qu'il y aurait naturellement une solidarité entre les femmes, ou pas du tout? Sororité, ça me fait penser à ceux qui sont en train de couler et qui s'accrochent tous les uns aux autres en disant « noyons-nous tous ensemble ». Parce que c'est vraiment ça. C'est l'idée, d'accord, moi je sacrifie mes aspirations profondes à cette norme sociale. Je suis, parce que j'ai peur d'être exclu du groupe, j'ai peur, c'est comme ça, mon groupe social, il faut suivre. Dans certains milieux, on ne peut pas ne pas être féministe, ce serait un blasphème. Donc on suit, et quand il y en a une qui manifeste son scepticisme ou sa déviance, lui dit non, il faut que tu suives aussi, toi. Tu peux pas, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est un combat collectif, et c'est peut-être pour ça qu'on ne gagne pas, c'est à cause des personnes comme toi. Et on s'auto-persuade, et c'est comme ça qu'on finit par des magnifiques naufrages collectifs. Et pour moi, ça résume assez bien le féminisme. Et vous suivez aussi votre idée sur la domestication qui revient un peu dans tous vos ouvrages, et vous dites que la domestication et le féminisme seraient liés. Quel rapport il y aurait justement entre ces deux phénomènes? Alors la domestication, c'est une particularité très profonde que nous avons, qu'on partage avec certaines espèces, par exemple le chien. Et en quelque sorte, la domestication, ça consiste à retirer un individu de son milieu sauvage, c'est-à-dire il n'a plus besoin de ses aptitudes naturelles à survivre. L'homme, avant cela, comme le loup avant le chien, était un chasseur brillant, il avait une vision incroyable, des capacités d'orientation, d'endurance phénoménales, des muscles, enfin bref, c'était un homme très très augmenté par rapport à ce que nous sommes devenus, comme notre ami le chien, parce qu'il a été soustrait à ce besoin de survivre. Il a été nourri, l'agriculture, la société nous a épargné ses obligations. C'est-à-dire, on s'est spécialisé, il y a des banquiers, il y a des types qui vendent des habits, etc. Et on n'a donc plus besoin de capacité de vision, de capacité intellectuelle, de notion de survie. Donc, en général, ça dérive vers quelque chose de moins joli, c'est-à-dire une forme les instincts vitaux primaires qui sont plus nécessaires, vont gentiment se déliter. Ils vont se déréguler. L'appétit, par exemple, un animal mange normalement pour sa survie, pour ses besoins nutritionnels. Un animal domestique, c'est plus le cas. Le chien, si on ne l'arrête pas, il ne s'arrête pas non plus. Et l'être humain, c'est un petit peu la même chose. La sexualité, c'est pareil. La sexualité du loup est extrêmement codifiée et précise. La sexualité du chien, avec une pantoufle, avec une jambe humaine, est un petit peu plus aléatoire. Et la sexualité de l'humain, je préfère ne pas en parler, parce que si on entre dans le catalogue des paraphilies, perversions imaginables, on peut aller très loin. Donc, devant cette distorsion des instincts, il y a soit il y a un maître qui va dresser tout ça, qui va dire tu vas faire ça, tu vas exécuter des tâches stupides, par exemple tu vas aller me chercher le journal, ça n'a aucun intérêt pour toi, mais c'est ce que je veux faire. C'est un petit peu ce que fait notre maître, Big Brother, l'État. Il nous fait faire tout un tas de choses stupides et stéréotypées. Et on le fait parce que cette présence du maître nous rassure et nous paraît essentielle à nos existences. Une petite parenthèse, mais bon. Et l'être humain peut, par son autodiscipline, en quelque sorte, se dresser lui-même pour échapper à ça, pour échapper à cette vulnérabilité. En général, la vulnérabilité au groupe. Nous sommes un animal de troupeau et comme je l'ai dit, nous sommes malheureusement prêts à beaucoup sacrifier, à la plupart du temps vendre notre âme pour ne pas être
exclu, ostracisé, parce que avant, ça signifiait la mort. Si l'animal domestique, s'il est abandonné, il meurt. Il ne peut pas survivre tout seul. Donc ça nous fait peur, et c'est pour ça qu'on suit désespérément des idéologies désespérantes qui nous mènent à l'abîme. Et je pense que le féminisme, c'est ça aussi, ça fait partie d'une forme de délire, de croyance fanatique, mais qui sauve la psyché d'individus qui sont complètement perdus. Le chien, il dépend de son maître, mais il ne comprend pas du tout sa vie. Ça n'a aucun sens. Simplement, il est obligé d'adhérer. Voilà, il est fidèle, il fait comme si ça allait bien. Il y a une forme de fanatisme, et quand le maître meurt, il va pleurer sur sa tombe, et il va se laisser mourir aussi. Et l'être humain qui est perdu dans cette vie, qui lui paraît complètement insensée, qui n'a plus rien à voir avec son environnement ancestral, qui nous met littéralement dans un monde fou avec... on doit composer avec des visages inconnus en permanence, ce qui impliquait des tensions considérables à l'époque paléolithique, c'est ce que nous sommes. Nous avons vécu beaucoup plus de temps dans ces environnements-là. Donc, pour restaurer sa logique, pour sauver ce qui peut l'être, l'être humain adhère à des choses extrêmement étranges et qui lui sont souvent très préjudiciables. Mais ça, il ne s'en rend pas compte, il ne le mesure pas du tout. Vous attaquez aussi dans votre livre à une différence qui est peut-être encore plus tabou, surtout dans la société actuelle, c'est le rapport des hommes et des femmes à la sexualité, le rapport différent qu'ils ont. Oui. Quelles sont ces différences, justement ? Alors, la différence majeure entre les hommes et les femmes, c'est l'anisogamie, c'est-à-dire les gamètes sont différents. Ça, c'est pas seulement les hommes, les femmes, mais c'est mâles et femelles. C'est ce que ça veut dire je sais aujourd'hui que les activistes transgenres ont beaucoup de mal quand on leur dit qu'est-ce qu'une femme, ils ne savent pas répondre. C'est quelqu'un qui veut être une femme. Non, une femme, c'est le genre humain, la femelle humaine, qui produit des gamètes plus gros. Voilà, la particularité fondamentale, l'homme produit des gamètes en nombre quasiment infini, extrêmement petits, qui n'ont peu de valeur biologique, et les femmes, en revanche, produisent des gamètes rares, gros et très coûteux. Donc, il y a une valeur déséquilibrée. Sur le plan biologique, l'homme a moins de valeur, qu'il va devoir compenser par son statut, par tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le pan mâle qui doit faire la roue, donc pour avoir accès à l'ovule, c'est un parcours du combattant, il doit le mériter. Et la femme a cet autre pouvoir fondamental qui est le pouvoir de sélection. C'est elle qui décide. Normalement, dans un pays normal, avec des lois, des lois qui doivent compenser, encore une fois. Je vous rappelle qu'avant, on vivait dans des clans, tout se savait, il était impossible on n'avait pas l'anonymat des villes, on n'avait pas la perversion qui va avec. On ne pouvait pas échapper aux conséquences de ces actes. Aujourd'hui, c'est très différent, malheureusement. Et en plus, le code pénal n'est pas appliqué. Bref, c'est une catastrophe. Mais normalement, il y a un principe, un déséquilibre au départ qui explique la plupart de nos comportements. Pourquoi les hommes sont très compétiteurs, pourquoi ce sont eux qui font la cour, pourquoi ce sont les femmes qui vont sélectionner, qui vont choisir, pourquoi elles ont raison de le faire avec grand soin, et pourquoi les conséquences d'un rapport sexuel, par exemple, sont immenses. Pour nous, pour notre psyché, pour notre estime de nous-mêmes, pour notre réputation, tout un tas de choses desquelles nous dépendons viscéralement. On peut décider, comme le font les féministes qui vont prôner l'émancipation et la libération sexuelle, que on peut tout faire et s'amuser sans aucune conséquence, jouir sans entrave, comme disaient les 68 arts. On peut décider ça, mais le réel, c'est quand on se cogne, comme disait Jacques Lacan. Et il y a des conséquences à nos actes. Et on peut ne pas les assumer, mais elles sont là. Et une femme qui se comporte n'importe comment, on fera les frais, et un homme aussi. Donc nos actes nous jugent, et ça c'est vraiment très important de le rappeler, parce que ces actes-là sont les premiers critères de jugement d'un être humain. Son comportement, sa sexualité. Je ne dis pas qu'on doit aller dans sa chambre à coucher, mais les choses se savent en général, on a une réputation, et si on fait n'importe quoi, on en paie le juste prix. Normalement. Livre noir. Oui, ce sera Livre noir. Quel meilleur nom que celui-ci, si proche de ce qu'étaient nos ambitions, celle de contribuer à la vie politique et médiatique du pays, celle de traiter des sujets dont personne ne parle ou dont on ne parle qu'en écumant les mêmes mensonges au service des mêmes soumissions. Aujourd'hui, Livre noir est là,
nous occupons le terrain, les réseaux sociaux, les kiosques et les plateaux. Et demain, grâce à vous, nous demeurerons. Sur Livre Noir, nous vous dirons toujours ce que nous avons vu. À vous de voir ce que vous voyez. Et est-ce que cette libération sexuelle, elle n'est pas plus délétère pour les femmes, justement, étant donné ces différences? Parce que il y a des implications qui sont quand même différentes. Bien sûr que oui, parce qu'un homme qui va fauter sera mal vu, mais beaucoup moins mal vu, parce que dans l'esprit, dans l'idée générale, c'est moins grave. Et même souvent, sa victime, la victime de l'adultère, aura tendance plus facilement à pardonner en disant « ça reste un homme ». C'est triste comme vision, mais c'est réel. Alors que si c'est une femme qui commet l'adultère, ce sera toujours jugé par la société, et pas seulement masculine, pas du tout. Ce sera jugé comme étant quelque chose de beaucoup plus grave, puisque, encore une fois, l'acte d'une femme n'a pas du tout la même valeur que l'acte d'un homme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne prend pas du tout au sérieux les viols sur des hommes, et comparativement aux viols sur les femmes. Alors, dans votre livre, vous parlez aussi du sujet de la prostitution. C'est un sujet quand même qui divise pas mal, et que ce soit à gauche ou à droite. C'est défendu par des personnes de droite, par des personnes de gauche radicale même. Oui. Quel regard vous portez-vous sur ce phénomène-là? Alors moi, j'essaie de jamais regarder justement qui défend quoi, machin, et de me positionner selon moi-même, selon mes observations et mes réflexions. Et j'ai beaucoup de mal à participer à la promotion, je sais que c'est un petit peu à la mode, oui, dans certains milieux, à la promotion de la prostitution, en disant c'est nécessaire, c'est un équilibre social, ça a toujours existé, machin, etc. Sauf que c'est difficile de bien vivre ce genre de travail. Et les témoignages de beaucoup de prostituées vont en ce sens. C'est-à-dire que si elles ne sont pas la proie d'un mec, ou même si on fait ça dans des conditions optimales, dans des bordels super surveillés, machin, tout ça, c'est peut-être moins pire, c'est possible. Mais n'empêche, ça a des conséquences évidemment fortes sur ces personnes. Et on peut essayer de les gommer tant qu'on veut, même pour les clients, évidemment, c'est désastreux. Les hommes qui font ça ont souvent très peu d'estime d'eux-mêmes, et les prostituées passent la plupart du temps beaucoup plus de temps à essayer de les réconcilier avec eux-mêmes, avec ce qu'ils sont en train de faire, qu'à l'acte proprement dit. Donc moi je dis pas du tout qu'il faut l'interdire, et évidemment ça existera toujours, quelle qu'en soit la forme. Il y a des relations aujourd'hui qui ressemblent même à de la prostitution plus ou moins gratuite, Tinder et ce genre de choses. Ça, c'est encore plus désastreux à mon avis, puisque on prétend que c'est encore plus léger, que c'est encore de l'amusement, c'est des jeunes qui... Mais malheureusement, comme on a dépouillé notre société et notre jeunesse des principes de responsabilité, on leur a expliqué ce que vous faites, ça n'a pas tellement d'importance, de toute façon, l'État s'en occupera, machin, vous ferez une psychothérapie si ça va pas. Et puis, si vous voulez vous amuser, si vous voulez avoir une vie trépidante, vous regardez Netflix et on vous expliquera que la seule manière de le faire, c'est surtout pas d'avoir une vie normale, c'est-à-dire un couple stable, fidèle, avec des enfants, dans ce but-là, et une existence à peu près équilibrée. La vie trépidante, c'est l'aventure. On tente des choses. Et quand on s'aperçoit que Netflix, c'était peut-être pas le bon modèle de société, c'est peut-être un peu trop tard. Et ça se répare pas, ce genre de choses. Donc malheureusement, beaucoup de jeunes qui sont un peu perdus par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur sexualité, qui ont pour seul référent des animateurs qui sont pas toujours au niveau, des réseaux sociaux qui leur retournent le cerveau complètement, avec des personnalités qui n'ont, encore une fois, qu'une expérience très très modeste de la vie, eh bien ça fait des dégâts considérables. La sexualité des jeunes aujourd'hui, leurs seules relations de couple sont souvent assez terrifiantes. Il y a une incompréhension de plus en plus grande, une sexualité de plus en plus atterrante. Et plus on fait du planning familial, plus on fait des cours d'éducation sexuelle, pire c'est. Donc je pense que là, les parents devraient peut-être aussi y penser un petit peu.
intervenir et expliquer aux enfants, leur apprendre à se respecter, que leurs actes ont des conséquences, etc. Il y a 2-3 petites choses à faire. Et encore une fois, comme notre société a l'habitude de tout déléguer, comme on pense qu'à la crèche on va le faire, que le psychologue en milieu scolaire il va s'occuper de ça, qu'il y a des éducations sexuelles, qu'il y a des machins, on fait rien et on attend. Et on ramasse à la cuillère ce qui reste. Donc ça aussi c'est un vrai problème. C'est vrai que c'est encore une fois assez paradoxal parce qu'il y a le côté où la société est féministe, on met en valeur la femme et en même temps la femme elle est hyper sexualisée partout. Vous pensez que les hommes qui grandissent aujourd'hui, ils ont quelle vision de la femme face à tout ça ? Oui, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on vous dit la libération passe par ça, par l'étalage en quelque sorte, et on sait que l'être humain masculin, et il lui en faut pas beaucoup pour surréagir. Et là, c'est même plus des stimulus de suggestion, de séduction. C'est partout, tout le temps. Toutes les pubs, toutes les affiches, tous les machins. Enfin, il y a un étalage assez permanent. Et la sélection masculine va se baser beaucoup plus sur l'apparence, sur le physique, sur l'âge, sur des critères bien plus pragmatiques que le statut, les ressources. Et il y a une compétition féminine autour de ça, évidemment. Il faut être remarqué, si on veut, à un moment donné, si on veut attirer l'attention de quelqu'un, il faut séduire, ça fait partie du jeu. Et quand on est face à une telle concurrence, pour le coup assez déloyale, on est face à des filles qui affichent une telle disponibilité, en tout cas au moins dans l'affichage, on est face à Tinder, on est face à cette offre d'actes faciles et sans conséquences. Pour exister dans tout ça, il y en a beaucoup qui vont se dire il faut quand même que je mouille le maillot un petit peu aussi. Si je veux... Voilà, c'est dans l'air du temps, je dois m'adapter à ces modes. Donc, Brigitte, en quelque sorte, s'aligne. Et donc, il y a de moins en moins de mystères, il y a de plus en plus de... les femmes se disent, les hommes veulent des relations courtes, sans conséquences, donc je m'adapte. Et j'agis en conséquence. Et les hommes, une fois qu'ils ont de telles relations, ils se disent les femmes apparemment maintenant elles sont plutôt relations courtes sans conséquences. Donc je m'adapte aussi et j'ai pas envie de m'investir plus que ça. Et donc le respect des uns et des autres est de plus en plus préoccupant. Et le respect des individus pour eux-mêmes aussi, de par le fait, les hommes se disent les femmes après tout, de temps en temps, mais c'est pas la peine de se mettre en quatre pour en trouver une qui dure et qui soit stable. Et le principe de vie à deux est très lointain, de plus en plus. Les couples tiennent de moins en moins dans la durée parce que les villes sont des îles de tentation en quelque sorte. Et tout martèle, encore une fois, que je l'ai encore lu dans Le Parisien il y a quelques jours, Myriam est très heureuse parce qu'elle a un amant. Et vraiment, c'était le petit truc qui manquait à sa vie. Ça aurait pu être un caniche abricot, là c'était un amant, et c'est génial, elle est très heureuse, très épanouie. Et il y a vraiment une très forte promotion de ça actuellement. C'est une tendance, quand les médias parlent de tendance, en général, ça veut dire c'est une forme d'incitation. Si tout le monde le fait et que c'est génial, toi, ma pauvre amie, tu ne le fais pas, encore une fois, tu dois le faire aussi. Tu dois suivre le mouvement. Donc c'est difficile de résister à cette tendance générale. Justement, vous en parlez dans votre livre, face à ce dérèglement des rapports hommes-femmes, il y a aussi de plus en plus d'hommes qui sont tentés par le masculinisme, il y a des incels, les mectos, il y en a pas mal d'ailleurs, on en retrouve pas mal à droite. Quel conseil vous pourriez donner à justement des hommes qui sont tentés par ces mouvances et quel regard vous portez sur ça ? Un homme qui n'a pas une très bonne estime de lui-même, des femmes, sera, tenté par ce côté, nous on est des mecs, c'est génial, on est entre poils et on aime bien les grosses voitures et on mange au barbecue. Et on n'a pas besoin des femmes. Les femmes, elles ont des revendications, machin, etc. Et ça participe de l'incompréhension générale. Et à mon avis, c'est pas la chose à faire. Il existe des femmes tout à fait honorables. Il existe des hommes qui peuvent aussi l'être. Et c'est pas en se comportant comme un sanglier qu'on va améliorer son image des femmes, puisque les femmes qu'on va attirer, qui sont intéressées par nous, c'est-à-dire les femmes obéissantes, qui vont faire ce qu'on leur demande, qui vont correspondre aux stéréotypes masculinistes, Bobonne qui fait la cuisine et qui dit merci et qui est très gentil,
Eh bien, c'est pas comme ça qu'on va améliorer même son image de soi, qu'on va former un couple. Enfin, moi, je trouve toujours fascinant des hommes qui désirent ce genre de femme, puisque ce faisant, ils se condamnent à se déprécier eux-mêmes. Mais bon, c'est leur problème. Mais c'est ce que aussi les messages que je voulais faire passer, de dire c'est rigolo de boire des bières avec les potes de temps en temps, mais c'est peut-être pas la peine de rayer de la carte une partie de l'humanité. Surtout qu'on peut pas gagner. Si, ils peuvent se mettre sur une île entre eux. Il y a des prisonniers qui font ça aussi. Et peut-être ils vont s'amuser un petit peu, mais pour la perpétuation de l'espèce et de la société, et du clan et de toutes les valeurs de la famille, c'est pas gagné. Alors, comment on peut débattre avec certaines féministes qui, en fait, vous allez jusqu'à parler de théorie du complot, parce qu'elles partent du postulat que dans le passé, des hommes auraient décidé unanimement d'opprimer les femmes et que ce serait resté jusqu'à aujourd'hui, alors que, on le sait, il y a des différences naturelles, physiologiques. Comment on peut débattre face à ce genre de complotistes, en fait ? C'est comme de parler avec un fanatique. On peut essayer, mais ça marchera pas. On n'arrivera pas à les convaincre. C'est comme on se cogne l'orteil dans sa table basse. On peut l'insulter, mais ça va pas changer grand-chose. C'est une table basse. C'est pareil. Là, on est face à des murs, et il faut parler pour ceux qui observent, peut-être. Pour Monsieur Moyen, il est neutre, il voit ce genre de discussion, et lui, normalement, il a quand même un fond de bon sens de temps en temps qui l'interpelle et qui lui fait dire que, oui, ces discours-là, c'est-à-dire que sur Arte, il y a eu un documentaire qui a été diffusé et qui expliquait que si les hommes étaient plus grands et plus musclés que les femmes, et qu'ils avaient un plus gros cerveau, c'est parce qu'ils leur confisquaient leur nourriture depuis toujours, depuis la nuit des temps. Donc les hommes se sont ligués un jour, ils étaient des singes, machin, ils se sont dit idée de génie Robert, on va couper les robinets. On va leur donner moitié moins, et comme ça elles vont perdre toute force, elles iront dans la cuisine et plus jamais on sera embêté. Et ce truc qui est complètement délirant, parce que le dimorphisme sexuel existe chez toutes les espèces, et d'ailleurs c'est totalement faux. Au Paléolithique, les hommes réservaient d'excellentes pièces de nourriture aux femmes, en particulier quand elles portaient les enfants. Les enfants bénéficiaient aussi de... Bref, c'est vraiment un truc complètement délirant et qui a été soutenu par des anthropologues comme Françoise Héritier, qui est une fameuse complotiste pour le coup, parce que ça c'est vraiment une théorie du complot. C'est comme l'antiracisme, de dire toute la société est faite pour oppresser les minorités. C'est du délire complotiste. Mais évidemment, là ça passe sur Arte, il n'y a pas de contradiction. On va interroger, je ne sais plus comment elle s'appelle, Catherine Vidal, qui va nous expliquer que les cerveaux sont entièrement plastiques et qu'on peut en faire absolument ce qu'on en veut, et que donc il n'y a pas du tout de masculin, de féminin, il y a simplement la différenciation culturelle qui fait que, comme il y a des toilettes pour les hommes, des toilettes pour les femmes, bien voilà, les cerveaux deviennent différents. Et tout ça, c'est vraiment, voilà, ça a accès à Big Brother, aux grands médias, aux JT de TF1, de M6, les inégalités salariales, on nous fait le coup tous les ans, très régulièrement, la journée internationale des droits des femmes, les femmes empêchées d'être pilotes de ligne, etc. La récréation, où les garçons s'approprient les cours de récréation, enfin bref, on a toujours ce genre de trucs délirants, sans jamais chercher à comprendre réellement pourquoi il y a des différences, d'où elles viennent, et pourquoi, plutôt que de les combattre bêtement, pourquoi ne pas se demander, tout simplement les accepter, se dire on est différents, oui, et alors on nous explique que la diversité est une richesse, peut-être c'est le moment d'en profiter, mais là malheureusement ça marche pas. Alors, dans votre livre, vous parlez aussi des solutions qu'on pourrait apporter face à tous ces mouvements déconstructeurs, et pour vous les solutions elles se situent toujours à l'échelle individuelle, j'ai l'impression. Est-ce que vous ne pensez pas, cependant, qu'il y a certains domaines dans lesquels il faudrait peut-être agir collectivement ? Je pense notamment à l'école, où il y a beaucoup d'entrisme idéologique qui va toucher les enfants. Est-ce qu'il n'y a pas certains aspects où ça vaudrait le coup de se mobiliser à plusieurs, d'essayer de lutter ? Tous les moyens sont bons. Et quand je dis individuel, la mobilisation à plusieurs est déjà une démarche individuelle. C'est de se dire, je vais aller voir ce qui se passe dans mon école, je vais en parler à d'autres personnes. Je vais créer un groupe qui peut faire pression, qui peut vérifier, qui est là en tout cas, qui surveille, et pas se contenter d'abandonner nos enfants à quelconque magistère de l'éducation nationale dont on sait toute la qualité. Et
de faire cette démarche est évidemment essentiel, mais pas seulement l'éducation, à tous les niveaux de la vie. Enfin, il faut arrêter de laisser les choses se faire, de laisser le maître faire de nous ces choses, faire de nous ce qu'il veut. Et il faut, à l'échelon individuel, je pense que c'est le meilleur, puisque même si nos enfants ne peuvent pas échapper à ce monde-là, c'est-à-dire ils vont avoir TikTok, ils vont avoir la pornographie, ils vont avoir le harcèlement scolaire, ils vont avoir toutes les aberrations modernes, ils vont avoir les sciences sociales, l'espèce de Mordor avec toutes les théories les plus délirantes du monde. Et on ne peut pas les préserver de ça, on ne peut pas les mettre dans une bulle, les enfermer dans une cage et espérer qu'ils ne seront jamais atteints par tout ça. Ils vont l'être. Donc ce qu'il faut faire, c'est les préparer, leur inculquer le caractère, ce que ne fait plus tout ce que tente même de défaire l'éducation nationale et notre société, de bienveillance, de tolérance, de machin, d'empathie. Ça veut dire faites le tapis, soyez soumis et tout se passera bien. Non, il faut leur apprendre justement à s'opposer à tous ceux qui vont essayer de les tordre, de les briser, de les soumettre. Dans leur intérêt ou non, on s'en fout, mais en tout cas, il faut leur inculquer cette forme de résistance, cet esprit critique, cette légitime défense mentale, physique aussi, enfin morale, à tous les niveaux, pour qu'ils ne deviennent pas, eux aussi, des paillassons et qu'ils contribuent à cette révolte, à ce réveil du courage et de la fierté qui fait beaucoup défaut à nos générations actuelles. J'espère que ça va changer, on essaie d'y travailler, mais pour l'instant, nous ne sommes pas du tout, l'individu n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et s'il imagine que le collectif, le troupeau, va le sauver, peut-être qu'il se trompe. En réalité, c'est à nous de donner cette impulsion, à personne d'autre. Et aujourd'hui, il y a même de plus en plus d'enfants qui vont aller faire la leçon à leurs parents, qui vont juger que leurs parents ne sont pas assez déconstruits. Comment un parent il peut répondre à ça, à cette espèce de véhémence de l'enfant, parce que ça arrive de plus en plus? C'est l'enfer, c'est l'enfant qui s'émancipe. On lui laisse croire assez subtilement, notamment dans les sciences sociales, que le nec plus ultra de la rébellion, c'est de rejeter le monde de ses parents, le monde de ses ancêtres, c'est de se déconstruire, c'est de renier son passé, ses origines, son pays, sa nation, sa couleur, tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est le seul moyen qu'on lui offre pour dominer, c'est-à-dire pour acquérir une supériorité morale, acquérir un statut respectable. Il doit présenter, je suis déconstruit, je suis féministe, je suis progressiste, je suis machin, je suis un parfait paillasson, je suis à genoux, je suis aplati. Et c'est la seule offre de puissance qu'il a. C'est la seule offre de puissance dans la soumission. C'est tragique, mais c'est la morale progressiste contemporaine. Donc, on peut lui expliquer que ça, c'est pas de la fierté, c'est pas de l'héroïsme, c'est du suivisme, c'est du conformisme, c'est lâche, c'est bête, c'est dangereux, c'est machin. Mais je pense qu'il faut le faire assez tôt, il faut le faire assez subtilement, il faut amener des éléments de réflexion, de recul. L'esprit critique, encore une fois, est vraiment fondamental. Évidemment, il ne doit pas adhérer à 100% du monde des anciens, en vénérant et en brûlant des cierges comme ça. Il doit réfléchir par lui-même. Mais il serait tragique qu'il adhère à la pire des choses à la mode. S'il fait ça, c'est qu'il n'a pas d'estime de lui-même, c'est que vous avez vraiment raté quelque chose et qu'il est bien parti pour lui aussi rater sa vie. Alors, vous abordez aussi le problème de la natalité, le fait qu'on se reproduit de moins en moins en Occident et en France. En revanche, vous êtes pas comme Zemmour, favorable à une prime de natalité qui encouragerait les foyers à faire des enfants. Comment ça se fait? Alors, les primes pour enfanter pour moi, c'est une catastrophe. On ne peut pas mettre à prix un tel acte. Parce que malheureusement, on le fait déjà depuis 1945. Il y a des allocations familiales qui ont été créées pour repeupler la France, qui s'est bien repeuplée entre-temps. Mais les allocations familiales sont toujours là. Et ça veut dire qu'on donne à des individus qui n'en auraient pas les moyens, on leur donne les moyens de faire des enfants. Donc on élimine leurs responsabilités. Moi, je suis radicalement contre les aides sociales, 100% des aides sociales, pas seulement celles-là, toutes les aides sociales. Je pense que chaque individu doit s'assumer, doit se débrouiller, assumer son clan, les siens, tant qu'il veut. Sa retraite, il se débrouille comme il veut, mais personne ne doit s'en occuper à sa place, sans quoi le visage le plus laid de l'être humain, le plus passif, le plus parasite, prend le relais.
Et malheureusement, ça a des conséquences désastreuses sur la société. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne réfléchissent pas font des enfants massivement. Ils seront pris en charge, ils seront aidés, ils seront machin, ils auront toutes les allocations, toutes les aides. Et ceux qui mènent une vie difficile, qui sont énormément taxés, qui travaillent beaucoup, qui vont, eux, réfléchir pendant des années à la pertinence de faire un enfant dans ce monde, par rapport au bilan carbone et par rapport à tout un tas de choses qui sont bac plus 48, ceux-là auront tendance à s'abstenir. Par contre, ils vont payer pour ceux des autres. Et génétique élémentaire, quand un gros cerveau se reproduit avec un gros cerveau, ça fait pas souvent un petit cerveau. Et l'inverse est vrai aussi. Donc la société ne va pas vers le mieux en faisant ça. Donc je pense qu'il faut radicalement supprimer toutes ces formes d'aide. Et éventuellement, si on veut, on peut soulager de leurs impôts les personnes les plus brillantes, à la limite. Disons, je sais pas, des abattements fiscaux avec le nombre d'enfants. Je crois qu'on a fait ça à Singapour avec assez de succès. Mais en tout cas, mettre à prix les accouchements, c'est vraiment une catastrophe anthropologique. C'est participer au déclin anthropologique du pays. Et je ne pense pas du tout que c'est une bonne idée. Et justement, vous pensez, enfin en tout cas j'ai eu l'impression en lisant le livre qu'il n'y a pas, que la reproduction sociale n'existe pas vraiment. Dites-moi si je me trompe, mais qu'en fait, finalement, l'intelligence, la réussite, ça n'aurait pas de rapport avec le milieu social à la base. Alors, c'est-à-dire, ça a un rapport avec notre intelligence, notre volonté, nos prédispositions à l'effort, nos capacités d'obsession, enfin, tout un tas de choses qui sont beaucoup plus génétiques qu'environnementales. Évidemment, si vous êtes le fils ou la fille de, je sais pas, une famille très bourgeoise et qui a beaucoup réussi, vous avez de bonnes chances de réussir à votre tour, mais pas forcément à cause du milieu, bien plus à cause du patrimoine génétique. Et ça s'observe, c'est extrêmement clair. On voit que les variables socio-économiques sont très en dessous des variables génétiques. Il y a eu beaucoup d'études menées là-dessus. Évidemment, en France, c'est un blasphème, c'est un crime, il ne faut surtout pas en parler. On reste sur la reproduction sociale, on continue à se déplorer que l'ascenseur social est cassé, etc. Mais c'est pas du tout ça, ce sont des questions génétiques. En France, quand on vous dit c'est social, en général, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est toujours génétique, intellectuel, etc. Mais, encore une fois, il faut que ces sociologues justifient leur existence, que les socialistes aussi, et ils nous promettent de corriger des inégalités qu'ils estiment dues à une injustice, à savoir les deux bourgeois. L'injustice, c'est leur situation qui permet une situation privilégiée, donc voilà. Donc il faut les faire payer cela. Et en revanche, ceux qui sont au bas de l'échelle, eux, ils sont victimes du milieu, de la précarité, etc. Et donc, il faut les aider par tous les moyens. Et en plus, ça nous fait plein d'électeurs, donc c'est une très bonne chose. Donc, le socialisme est un parasitisme dangereux, cynique, et voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut en avoir pleine conscience, et à tous les niveaux. Et il y aura quand même toujours... Parce qu'on va souvent objecter à ça, oui, mais du coup, il n'y a plus de solidarité, mais c'est chacun pour soi, mais c'est terrible. Non, il n'y a justement plus de solidarité aujourd'hui parce que l'État, par le racket fiscal qu'il mène contre ses concitoyens, contre notre consentement à tous, il force une forme de charité qui n'est pas souhaitée. Et à partir de là, le capital social s'effondre, les individus n'ont plus du tout envie de s'entraider, et chacun va agir selon ses petits intérêts, et il n'y a plus de société qui tienne. Voilà, donc c'est l'État qui prétend régir le lien social, contribue très largement à l'anéantir. Est-ce que, pour finir, vous auriez des conseils à donner, enfin vous en donnez dans le livre, est-ce que vous auriez quelques conseils que vous souhaiteriez vraiment donner à des personnes qui nous écoutent, qui sont souvent jeunes ou pas, mais qui sont un peu perdues justement dans ce brouillard de la déconstruction des sexes, du dérèglement des rapports entre les hommes et les femmes? Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut prendre du recul, parce que les sentiments sont conçus comme ça, ce sont des illusions puissantes qui nous aveuglent, c'est un charme hormonal, et il faut prendre du recul par rapport à nos situations, même si elles sont très pénibles et douloureuses parfois. Il faut se plonger en soi, et comme dit Paul Valéry, quand on entre en soi, il faut y aller armé jusqu'aux dents, parce que des fois, ce qu'on y trouve, ce qu'on y découvre n'est pas facile à admettre. Il faut se regarder en face, se connaître soi-même, comme disait Socrate, ou Platon, je ne sais plus. Et il faut donc
comprendre ces motivations profondes qui nous gouvernent, qui nous régissent. Les hormones, c'est vraiment tout ce que nous sommes. Notre humeur du moment, le fait qu'on ait faim, qu'on ait tel sentiment, ce sont des messagers chimiques qui sont en nous. C'est pas le hasard, c'est pas une manifestation, c'est pas un vent divin. C'est quelque chose de très très pragmatique, concret, très efficace, une mécanique de précision qui l'est de moins en moins certes, mais c'est important de le comprendre. C'est important d'apprendre à la maîtriser, à la réguler, à se voir avec du recul et à faire des choix qui peuvent être beaucoup plus pertinents que ceux que nous faisons à l'aveugle, un peu au hasard. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est de travailler sur soi pour ne laisser personne nous posséder. Et il faut lutter contre le maître, contre ceux qui nous veulent du bien, ceux qui nous veulent du mal, ceux qui essaient de nous manipuler à leur guise. Ça, c'est vraiment essentiel. Il faut défendre notre liberté à toute force. Et il faut agir, parce que faire, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Monsieur Oberton, vous faites un constat, vous dites pas ce qu'il faut faire. Si, je dis ce qu'il faut faire dans mes livres, et surtout, si vous me posez la question, c'est que vous ne voulez pas y réfléchir. Vous attendez que quelqu'un d'autre la trouve pour vous, et c'est pas normal. Parce qu'il y a énormément de choses à faire en cette matière-là, mais en toutes les autres, en la matière politique. Les Français, par exemple, se plaignent de l'immigration depuis je sais pas combien de décennies, et ils ne font concrètement rien, à part mal voter un petit peu de temps en temps, et c'est très modéré. Mais concrètement, je ne les vois pas aller se plaindre quand il y a des installations de camps de migrants ou des machins comme ça. Je ne les vois pas aller au siège de SOS Méditerranée demander des comptes. Je ne les vois pas manifester dans la rue, exiger des réponses fermes de leur administration, ce qu'ils ont le droit de faire. Donc maintenant, poser des questions et attendre que les autres fassent, ce n'est pas la solution. Il faut reprendre en main son destin, c'est-à-dire ses responsabilités. Et même si on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, à partir du moment où on a cette vie, on aura déjà une vie plus honorable, plus accomplie. Et donc ça vaut le coup d'essayer, parce que la vie c'est assez court, et voilà, surtout si c'est la dernière et que malheureusement on ne se relève pas de la crise qu'on est en train de vivre, on peut quand même essayer d'en sortir avec un petit peu de panache, ça fait jamais de mal. Merci Laurent Oberton. Avec plaisir. Je rappelle que votre livre, votre essai raisonnablement sexiste est disponible. Il est paru aux éditions Magnus et j'invite tous nos auditeurs à se le procurer. Il est vraiment très précis, très documenté et en plus il donne des clés, des solutions face au progressisme, même s'il faut quand même les chercher en soi-même. Et c'est salutaire, donc merci encore. Merci beaucoup.